est donc psychocriminologue à l'état-major des CPJ. Elle est formatrice également EFPP. Et elle a une autre casquette qui va être celle de coach professionnel, multiple en fait casquette, puisque scénariste, puisque consultante, et puis également experte pour la justice. Première intervenante, complémentaire de Emma, Florent Gatteria, qui est psychologue clinicien, psychocriminologue, formateur EFPP également. Vous pouvez retrouver un ouvrage qui a été publié et qui est à disposition si vous souhaitez vous le procurer, qui travaille également à la sous-direction de lutte contre la criminalité organisée des CPJ, qui seront accompagnés par Jean-Pierre Passemard, donc sous-officier de réserve de la gendarmerie nationale, major de grade. Spécialiste en cybercriminalité, il va pouvoir vous expliquer un petit peu son cœur de métier, d'autant plus qu'il a rebondi vers l'expertise auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et enfin, dernier intervenant que je connais particulièrement bien, puisque Jean-Christophe Federme est major au sein de la gendarmerie nationale, et que pour ceux qui nous ont suivis ces dernières années, Jean-Christophe est mon binôme au sein de la gendarmerie, et nous menons tous nos projets scientifiques ensemble, et notamment les offres de formation que nous portons à l'université en cyber. Donc, un échantillonnage très complémentaire et pour autant qui est amené à cette même pratique professionnelle qui va être celle de la cybercriminalité. Peut-être qu'on l'a amorcé sous le prisme de la cybersécurité, mais c'est vrai qu'en temps de la cybersécurité, en filigrane, il y a cette question de la cybercriminalité. Comment est-ce qu'on pourrait définir la cybercriminalité, juste de manière à partir d'un constat où on est tous le même niveau d'information ? Merci pour cette très bonne question. Il n'y a pas réellement de définitions qui font consensus au niveau de la cybercriminalité. On considère que c'est généralement l'ensemble des exactions susceptibles de recevoir une qualification pénale, mais qui entraînent l'utilisation des nouvelles technologies de la communication. On considère qu'il y a à peu près trois leviers en quelque sorte concernant les exactions purement pénales qui reçoivent donc une qualification pénale. On parle d'infractions spécifiques, donc les atteintes au système de traitement automatisé de données. Si j'attaque votre téléphone dans l'Assemblée, automatiquement, ça sera une attaque stade. On parle soit des infractions qui sont liées, soit elles sont facilitées. Bien évidemment, par exemple, pour le pédophile, il n'a pas attendu l'événement des nouvelles technologies pour assouvir ses déviances, donc il utilise simplement Internet pour utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir diffuser du matériel pédopornographique. Mais la cybercriminalité, c'est juste une formation moderne, en quelque sorte, de la délinquance de toujours. La particularité, c'est que par rapport à une scène de crime normale, où vous avez de la matière, vous avez un individu, vous avez un couteau, vous avez une scène de crime, vous pouvez procéder à des investigations normales. Dans le cadre de la cybercriminalité, c'est très particulier parce qu'il y a des particularités spécifiques liées à la cybercriminalité. C'est spatial, c'est mondial. Malheureusement, ça touche tout le monde. J'entends depuis ce matin les différentes conférences et je considère que vous êtes tous soit des aidants, soit des futurs aidants. Et bien là, pour le coup, malheureusement, pour la démonstration, on va retourner la situation et vous êtes, je pense, statistiquement, vous êtes tous des aidés. Parce que là, dans la salle, je pense qu'au bas mot, vous avez 50% d'entre vous qui sont d'ores et déjà victimes de cybercriminalité. Et vous l'ignorez. Pourquoi ? Parce qu'une attaque de cybercriminalité, par définition, c'est quelque chose de furtif, de fugace, c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qu'on peut difficilement identifier, c'est quelque chose qu'on peut difficilement classifier. Donc c'est un véritable enjeu, défi scientifique, pour pouvoir justement appréhender ces nouvelles technologies et puis ces infractions pénales. C'est un défi législatif, parce que l'imagination des cyberdélinquants font que malheureusement ça dépasse le cadre du code pénal et le législateur doit toujours se réinventer pour pouvoir justement contrer les nouvelles cybermenaces. Et c'est avant tout un défi humain. Avant tout humain. On considère, Jean-Pierre, on est issu à peu près de la même formation. Jean-Pierre vous parlera après. Lui, il sévisse du côté de Marseille. Moi, je sévissais du côté de Bordeaux. On a reçu à peu près la même formation. À notre époque, on considérait que la cybercriminalité, c'était avant tout du tech. Et maintenant, on se rend compte, heureusement, que la cybercriminalité, c'est avant tout le prisme humain
80% des attaques ne sont réalisables qu'à partir du moment où l'humain rentre en jeu. Donc on est dans l'obligation d'accompagner l'humain. Ce n'est plus le maillon faible, ça devient maintenant le maillon fort. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de concrétiser, merci beaucoup pour cette définition, est-ce qu'on pourrait essayer de concrétiser un peu par des exemples, des illustrations de différentes formes de cybercriminalité? De quoi est-ce que l'on parle avant d'engager une démarche de cybersécurité? Alors, déjà, j'abonderai donc dans ce qu'a dit Jean-Christophe, mais je rajouterai également qu'on a un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on voyait le monde en 3 dimensions, la terre, la mer et l'air. On doit maintenant prendre en compte la dimension des réseaux informatiques au sens large qui nous entourent continuellement. Mon téléphone est posé sur cette table, je ne le manipule pas, mais il est en fait en train de communiquer avec le monde en permanence. Ma montre connectée, je ne la manipule pas, mais elle est en train de communiquer en permanence avec le monde. Donc tout autour de nous, on a des traces numériques qui s'évaporent sans même qu'on s'en aperçoive. Vous circulez dans la rue, vous allez être sous le feu des caméras de vidéoprotection, votre image est enregistrée. Vous utilisez votre carte bancaire, vous êtes en lien avec les réseaux numériques et tout le temps, sans vous en rendre compte, vous êtes sous le feu de ces réseaux. En parallèle, donc au niveau cybercriminalité, le panel de la délinquance va être très très large. On va avoir de la délinquance technique avec les hackers, c'est ce qui nous fait peur dans l'inconscient collectif, mais en fait le hacker, c'est 10 à 20% des infractions. Il ne va pas s'attaquer, ou très peu s'attaquer aux personnes normales qui ne présentent pas un intérêt majeur. Ensuite, on va avoir toute la délinquance d'escrocs, et celle-là, par contre, elle sévit. Donc, vous n'arrêtez pas de recevoir sur vos téléphones des sollicitations pour mettre à jour des éléments, sur vos mails, des mails de phishing. On va avoir également toutes les escroqueries sur les sites de vente par correspondance. J'ai eu là, il y a peu, le cas d'un monsieur qui a investi plus de 80 000 euros qui destinait à sa retraite dans la crypto-monnaie. Et en fait, tout était faux. Il ne faisait que voir les cours de la crypto-monnaie qui montaient sur un écran, mais tout était faux. Et ensuite, on va avoir la délinquance. Donc, il y a la délinquance d'opportunité, la délinquance par rapport aux biens, les atteintes aux biens, mais on a aussi beaucoup de délinquance relative à l'atteinte aux personnes que vous nous évoquerez peut-être tout à l'heure. Donc la pédo, mais pas que, il y a également tout ce qui concerne la traite des êtres humains, tout ce qu'on va trouver aussi sur le dark web, le web le plus profond, où on va être en mesure d'acheter des humains, des services par rapport à des humains. D'accord. On va tous repartir très angoissés cet après-midi. Bon, on va se détendre, mais c'est sûr que c'est... finalement, j'aimais bien la table ronde sur le sport. Et mes ligaments croisés, je le vivais mieux parce que je... Bref, alors merci pour ces précisions. On a bien vu la définition de la cybercriminalité. Des exemples concrets avec une approche qui peut initialement être perçue comme relativement technique, et puis on se rend compte qu'il y a quand même des atteintes aux personnes. Alors justement, est-ce que pour le coup, puisque vous avez une lecture qui est un petit peu plus spécifique par rapport à cela, alors même si vous êtes tous praticiens et vous savez de quoi nous parlons, mais peut-être que vous pourriez nous donner des exemples concrets. On a mentionné trafic humain, on a mentionné pédopornographie. Est-ce que vous pouvez illustrer de votre côté également des exemples sur lesquels vous êtes amené à travailler ? De façon générale, ce qui inquiète les services de la police judiciaire avec lesquels nous travaillons, Emma et moi, ça tourne autour de la cyberpédophilie, cyberpédopornographie. Si on regarde ce qui en est du domaine de la traite des êtres humains, pour avoir travaillé aussi avec le CRET, le service de traite des êtres humains, il n'y a pas besoin nécessairement
de réseaux particulièrement cachés pour les échanges de questions. On échangeait à table ce midi, on me rappelait une affaire sur laquelle que j'avais traité, où des parents avaient mis en vente leur fille sur Le Bon Coin. Hein, Le Bon Coin on n'est pas encore dans le darknet. Et puis récemment, les services publics ont fait fermer le réseau, la plateforme Coco.net, je crois, où effectivement il y avait énormément de trafic d'êtres humains. Ce sont ces réseaux-là qui sont les plus importants par rapport à cette activité-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, je participe à la formation des cyberpatrouilleurs de la police judiciaire et surtout, on travaille avec les services de protection des mineurs de cette même police judiciaire. Alors moi, j'aurais juste une petite question. C'est quoi un cyberpatrouilleur ? Un cyberpatrouilleur, c'est un individu qui va regarder sur les réseaux sociaux de façon générale. C'est son métier ou c'est une démarche de citoyenneté active ? Non, ceux avec lesquels nous travaillons, c'est leur métier. C'est plutôt exactement une de leurs fonctions. Ce sont des policiers, il y a la même chose en gendarmerie, des policiers qui sont formés à ça. Ils sont formés, alors soit qui sont en observation de ce qui peut se passer, mais sur l'observation, il y a d'autres systèmes qui sont internationaux qui permettent de repérer les individus qui téléchargent, notamment des contenus pédopornographiques. Même sur le darknet, faut pas le dire trop fort, mais on a des accords avec les grandes plateformes d'échange. Le darknet n'est pas aussi dark que ça. Il y a des accès aussi. La question, alors, un cyberpatrouilleur, ça rentre dans le cadre de ses fonctions. Oui. Ça, c'est côté police. Ça, comment est-ce qu'on les appelle côté gendarmerie ? Je voudrais terminer. C'est aussi ceux qui se font passer pour des enfants sur le net pour accrocher d'éventuels prédateurs. Ce que l'on appelle des ESP, des enquêtes sous pseudo. Jean-Christophe, tu voulais rebondir ? Ouais, je précise juste, je vous remercie pour les propos, parce qu'effectivement, alors vous appelez ça les cyberpatrouilleurs du côté de la police, nous on appelle ça des ESP du côté de la gendarmerie, des enquêteurs sous pseudo. C'est fait de façon tout à fait légale, c'est encadré par la justice. Il y a une habilitation particulière du procureur de la République local. Auparavant, c'était le président de la Cour d'appel de Paris qui délivrait cette habilitation pour vous dire à quel point c'est vraiment quelque chose de très sensible. C'est une formation qui dure pendant 5 jours. Et effectivement, le but, c'est de pouvoir usurper l'identité d'une jeune fille ou d'un jeune enfant. Alors maintenant, le champ des infractions spécifiques a nettement évolué. On peut faire du terreau, on peut faire de la vente d'armes, on peut faire tout un tas de choses. Terrorisme. Terrorisme. Le but étant d'aller sur les réseaux sociaux, vous êtes en tenue de gendarme, vous êtes supervisé par un autre gendarme. Travaille toujours en binôme. Ouais. Qui confirme la légalité des actions qui sont faites par celui qui fait l'ESP. Et le but, c'est sans provocation. Sans provocation. Les dispositions anglo-saxonnes prévoient qu'on peut faire de la provocation. La loi française dispose qu'on ne peut pas faire de provocation à la commission de l'infraction. Donc on est, comme effectivement on vient de le préciser, on est en observation. On attend de se faire accrocher. Là où effectivement c'est inquiétant, c'est que généralement tous les enquêteurs ESP s'accordent à dire qu'il suffit simplement de se mettre sur un réseau et au bout de 2 minutes, grand maximum, on est déjà alpagué. Et le rendez-vous est quasiment fixé dans la journée. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, le rendez-vous est effectué par des gendarmes en tenue et l'enquête se poursuit. Ce qui veut dire... il y a plusieurs niveaux ensuite, et il y a différents types de personnalités. C'est un petit peu pour ça en tant que psychologue, nous intervenons. Il est évident que... chaque type... Et contrairement à ce que disait Jean-Pierre, c'est ça ? Jean-Christophe. Jean-Pierre, il est là. Voilà. On est entouré de gens. Voilà. de gendarmes, d'ailleurs. De gendarmes, Jean-Pierre, Jean-Christophe. Je pense que Internet a permis à certains d'avoir une opportunité d'accès à une criminalité à laquelle ils ne pensaient pas nécessairement auparavant. Et cette facilité-là touche énormément de monde. Quand on voit tous ceux qui vont sur des sites
d'accès simple. Les plus connus, c'est Imul avec Sherazade, qui sont, voilà, ou sur lesquels il n'y a aucune sécurité. Il y a tout, mais dans le tout, il y a aussi la pédo. Et la plupart d'entre eux commencent par curiosité, une curiosité qui n'est pas totalement neutre. Hein. S'ils vont chercher ce contenu-là, c'est bien parce que ça les excite. Mais on pourrait reparler de leur paraphilie, enfin de leur excitation sexuelle de façon générale, parce qu'il y a plein de choses à dire. Et il y a tous ceux qui sont là dans la consommation. Il y a ceux qui produisent, qui généralement ils produisent avec des enfants de leur entourage. Ceux-là vont généralement sur des sites plus sécurisés. Et leur but, généralement, c'est d'être en contact avec d'autres pédophiles avec lesquels ils peuvent se sentir en communauté. C'est extrêmement important pour un grand nombre d'entre eux. Ils se sentent à part dans la société. Et le fait de pouvoir échanger entre eux leur donne l'impression qu'effectivement, ils ne sont pas les seuls et de pouvoir exister. Ce sont des profils extrêmement différents. Et d'où la nécessité de pouvoir cibler ces types de personnalités en fonction de ce qu'on a pu observer au départ, des accroches qu'il y a pu y avoir, et on aura des résultats très différents. Les premiers, par exemple, ceux qui sont uniquement, hein, ça reste un délit, mais uniquement consommateurs. Généralement, quand on tape à la porte de chez eux, ils disent « Ah, je vous attendais ». C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans le côté introverti particulièrement fort et qui sont quelque part heureux qu'une référence, une autorité extérieure vienne mettre un frein à quelque chose qui les gênait aussi. Pour les autres, ils sont en grande souffrance. Ouais. Ils sont en grande souffrance. Pour les autres et ceux qui produisent, ce n'est pas le cas. Et eux, il y a une souffrance pour un certain nombre d'entre eux, mais cette souffrance, elle a pris une tournure qui du domaine de la perversion et qui fait que le plaisir qu'ils en prennent, surtout à produire, est quelque chose d'un abord plus compliqué à aborder. Il y a un point que j'aimerais aborder. Bon, on est sur une thématique, la pédopornographie qui est bien particulière. Ce que je voudrais, c'est peut-être juste de manière un tout petit peu plus générale, avant de revenir sur des aspects bien particuliers que peuvent être la radicalisation en ligne, le terrorisme, ou encore des sujets extrêmement graves. Nous, dans notre quotidien, on peut être amené à être exposé à des cybermenaces. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils font pour nous identifier. Est-ce que c'est fait au hasard? Est-ce que, comme Jean-Pierre le laissait sous-entendre, nous sommes écoutés? Est-ce que ça rentre dans le cadre d'une criminalité qui serait plus organisée? Comment sommes-nous surexposés? Est-ce que ce sont nos propres pratiques de visibilité qui font qu'on laisse des traces numériques et puis ils n'ont plus qu'à se pencher et les saisir pour mieux nous cerner ou cerner nos profils psychologiques? Emma, est-ce qu'il y a des cybermenaces où clairement nous avons une part de responsabilité? Je pense que le consommateur a une part de responsabilité, mais qu'il y a aussi un besoin d'éduquer le public. Et on parle beaucoup des enfants et des adolescents. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de livres qui en parlaient. Peut-être qu'il y a un manque encore aujourd'hui d'information et de sensibilisation au grand public de ce qu'est Internet et des risques d'Internet. Tu parlais tout à l'heure des risques. Moi, j'ai déjà été hackée. On m'a volé mon Facebook. Ça paraît anodin comme ça, mais ça fait 10 ans qu'il est ouvert avec des photos dedans et il a été mis en vente à des prix incroyables. Je ne savais pas, mon Facebook coûte 10 000 €. Tout à fait. J'étais à deux doigts de le vendre moi-même. Félicitations, j'aimerais organiser la vente. Mais parce que c'est des profils solides. En plus, dedans, j'ai écrit que je travaillais dans la police, donc je pense que s'il est piraté, derrière, après, on peut faire plein d'arnaques facilement.
Donc, et moi, alors si, j'ai entendu que Facebook, c'était dangereux et je l'ai protégé à mes amis, mais je n'aurais pas pensé que c'était aussi simple de pouvoir se faire pirater. Donc là, on parle de quelque chose qui, a priori, n'a pas d'incidence dans ma vie, mais je découvre de plus en plus, mais un peu comme chacun d'entre nous, effectivement, les risques qu'on encourt sur Internet. Alors, c'est très intéressant parce que l'anecdote est parlante et puis permet de se déculpabiliser également. Vous-même, messieurs, vous avez été victime de cybermenaces ? Jamais. De cybermenaces, non, mais moi j'ai quelqu'un, je publie pas mal sur LinkedIn, donc j'ai quelqu'un qui a utilisé mon nom et mon prénom pour essayer d'attirer des victimes. D'accord. Donc je m'en suis aperçu tout de suite, donc j'ai fait une communication immédiate en signalant que alors on n'a pas hacké mon compte. On a récupéré mon nom et mon prénom, ce qui est facile à faire. Vous pouvez le faire vous-même ici, hein. Mais non, alors on ne vous le conseille pas non plus parce que ils sont en place. Mais vous voyez, vous êtes pas à l'abri. Et puis maintenant, on a beaucoup d'outils qui vont nous permettre. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le phénomène des deepfakes. Les deepfakes, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour produire de l'image, pour produire de la vidéo. Donc, une des plus célèbres a été celle d'Alain Delon, qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais il y en a eu d'autres. Oui, le pape en doudoune. Ouais. Donc, sur le cas de Alain Delon, ils ont utilisé des images d'archives d'Alain Delon en spécifiant avant sa mort, juste après sa mort, je crois qu'elle est sortie, ou juste avant sa mort, qu'une partie de l'héritage d'Alain Delon allait être soumise à disposition de gens qui participeraient comme à une sorte de jeu, et un peu comme au casino. Et quand on voit la vidéo, on a les mêmes intonations de voix qu'Alain Delon, on a le film qui correspond à Alain Delon. Dans le même ordre d'idée, on a eu également la comptable en Asie qui a versé 25 millions ou 35 millions de dollars sur un compte pirate avec une arnaque au président qu'on connaissait avant sous l'appel téléphonique, des SMS, etc. Est-ce qu'il y a besoin de préciser ce qu'est une arnaque au président ? Oui, levez la main, ceux qui ont envie. Ben, on va le faire. Une arnaque au président, je t'en prie, Jean-Christophe. C'est foncièrement intéressant parce que ça montre bien toute la dimension humaine qu'on peut avoir sur les escroqueries. Et psychologique qu'il va y avoir dedans. On considère un faux vie, vous parlez à des puristes, on considère faux ordre de virement à l'international. On dira, ben non, ce n'est pas du tout les nouvelles technologies. C'est simplement des biais cognitifs qui sont mis en place par les escrocs. Alors les premières attaques proviennent à peu près il y a 10-15 ans, mais quand on fait l'étude étiologique, on s'aperçoit ni plus ni moins que ce sont les nouvelles technologies qui sont utilisées. Les lettres de Jérusalem qui datent d'un temps certain, voilà, c'est ni plus ni moins que l'utilisation des nouvelles technologies qui ont rendu possible ces formes d'attaque. Elles sont simplement basées sur le fait de manipuler la personne vers qui on va téléphoner, sous 3 pieds. L'autorité, la confidentialité, l'urgence. Donc il va monter en grade, l'interlocuteur, de façon à faire obtenir un virement, ou voire plusieurs virements, si véritablement, alors généralement ce sont les comptables, si la comptable se laisse malheureusement manipuler psychologiquement, et donc va verser sur un compte exotique, planqué dans un pays à législation plus que permissive, de l'argent. Donc ça peut être 200 000 euros, 300 000 euros. On a eu plusieurs sociétés du CAC 40 qui ont versé plusieurs millions d'euros comme ça. Donc c'est une manipulation psychologique. Sachant qu'il n'y a pas besoin que l'entreprise soit de taille très importante pour être torpillée. Donc on a les collectivités territoriales, les associations, les le entreprises, FPP les PME. peut être concerné, tout le monde. Et après, ce que je rajouterai par rapport aux propos de Jean-Christophe, c'est que souvent la personne concernée est présentée comme l'élu. Moi, je suis le président directeur général. Je vous demande de réaliser une opération confidentielle avec transfert d'argent pour quelque chose. Vous ne devez pas aviser votre cadre supérieur, vous ne devez aviser personne, vous travaillez uniquement avec moi et vous êtes l'élu. Vous êtes la personne de confiance que j'ai choisie. Donc ça aussi, c'est un biais cognitif qu'on va rajouter. J'ai un exemple particulier sur Bordeaux. On a eu un cas de faux vie, donc à 350 000 euros. Et donc l'individu s'est fait passer pour le chef d'entreprise qui était présent dans les locaux.
2-3 bureaux à côté de la comptable et tout. Et donc, sous couvert du fameux triptyque autorité, confidentialité, urgence et tout, il y a bien rabâché à la comptable. Surtout, vous n'en parlez à personne. C'est une OPA que je mène discrètement. Vous n'en parlez à personne, même à moi. Vous ne m'en parlez surtout pas si vous me croisez dans les couloirs. Je vous assure, photocopieuse, les deux individus se retrouvent, le chef d'entreprise, la comptable, petit contact œil. Heureusement, la comptable fait un petit clin d'œil comme ça au chef d'entreprise. Là, le chef d'entreprise se dit... Qu'est-ce qu'elle a ? C'est pas possible. Donc pour le coup, il dit rien. Une amour Deuxième naissante contact, une ou amour naissante, voilà. Et c'est le chef d'entreprise qui, bien sensibilisé à la question, a de suite réalisé qu'il y avait un souci. Et donc, il a questionné la comptable en disant qu'est-ce qui se passe ? Là, pour le coup, il a fait preuve d'autorité. On a réussi à déjouer comme ça, grâce avec les différents services régaliens et notamment les dispositifs qui existent de façon à bloquer l'argent. C'était 350 000 € qui partaient on ne sait où. Voilà. Mais quel est l'impact psychologique Catastrophique. et Tentative social de pour les victimes? Suicide, licenciement. Voilà. Il y a 10 ans, on licenciait la comptable avec perte et fracas. Maintenant, on commence à réaliser qu'effectivement, comme disait très justement Emma, il n'y a pas d'éducation média. Il n'y a pas d'éducation à l'information. On n'explique pas effectivement aux comptables que ce sont des attaques qui sont menées depuis la nuit des temps et qui ne sont en sans cesse renouvellement. Donc il faut expliquer comment ça peut arriver, comment c'est réalisable avec notamment du deepfake. Je dis Monique, je suis désolé, mais voilà, la comptable aurait pu effectivement recevoir une visioconférence de la part de son patron qui était juste 3 bureaux à côté. Et pour autant, c'était pas son patron, c'était quelqu'un qui était situé dans un autre pays et qui utilise la voix et l'image de son chef d'entreprise. Ça peut être un numéro de téléphone. Je discutais pas plus tôt que ce matin avec quelqu'un que vous connaissez bien ici, qui m'a dit, voilà, j'ai reçu un appel téléphonique de ma banque, mais ce n'était pas du tout ma banque. Voilà, c'est très facile à mettre en œuvre. Donc il faut absolument rester très vigilant. Et après, on en revient dessus, l'éducation, la martothérapie, l'éducation aux médias. Il faut qu'on apprenne à manipuler Justement, nos médias. Emma, vous en parliez tout à l'heure, vous parliez d'éducation aux médias. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que souvent dans les entreprises, on essaye de vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire, mais souvent, il y a un biais de lassitude. C'est très culpabilisant. Jusqu'à présent, les formations que l'on peut recevoir, c'est si ça va mal, c'est de votre faute. C'est parce que Monique a cliqué. Voilà. Donc, Monique, pourquoi tu cliques ? Et puis, au final, je trouve ça extrêmement pesant. Et il y a un vrai biais de lassitude. Moi, la première, j'en ai marre qu'on m'infantilise et puis que de manière moralisante, on me dise « tu as mal fait, tu as mal fait ». Alors, comment est-ce qu'on pourrait renouveler dans l'éducation aux médias peut-être une nouvelle manière de sensibiliser les gens ? Est-ce que, par exemple, Emma, la mise en situation, est-ce que ça ne serait pas un apprentissage formateur plutôt que de dire aux gens il ne faut pas faire ? Ou pas ? Pourquoi pas ? Après, l'idée, c'est que les gens comprennent le processus et savoir aussi à quel biais cognitif ils sont soumis. Une fois qu'on comprend, on a la capacité de maîtriser. Et la plupart des gens qui cliquent, c'est parce qu'ils ne savent pas à quoi ils... Mais peut-on vraiment se défaire des biais cognitifs ? Non, mais généralement, les lunettes, elles sont déformantes. Cette lecture de la réalité que vous allez avoir, elles sont déformantes. C'est extrêmement compliqué de s'en détacher. On peut en prendre conscience de ces biais cognitifs. Mais est-ce qu'on peut vraiment les évincer ? Il faut sortir du schéma, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut sortir du schéma où l'humain est le maillon faible de l'histoire. Et au contraire, c'est le maillon fort. Il faut repenser l'humain au sein de l'organisation. C'est vraiment une démarche holistique, c'est vraiment une démarche globale et transversale. Il faut replacer l'humain, il faut l'éduquer, il faut le rassurer et lui dire « tu as le droit de t'étonner, tu as le droit de douter, tu as le droit de prendre ton temps avant de cliquer sur un phishing » et de savoir également alerter. Dans la plupart du temps, Jean-Pierre, je pense qu'il en est témoin également, lorsqu'on va dans des entreprises et qu'on dit « voilà, si il vous survient le moindre comportement qui vous étonne, ce qu'on appelle nous vulgairement un signal faible, qu'est-ce que vous faites ? Qui vous alertez ? Ils sont dans l'incapacité réelle de vous désigner, de vous dire, 1, quelle est la conduite à tenir, et 2, qui est la personne à alerter. Un signal faible, ça serait quoi ?
Un signal faible, ce serait par exemple, alors vulgairement, un ordinateur qui ralentit subitement. Et donc, c'est les ressources de l'ordinateur qui sont prises. C'est par exemple se retrouver avec un écran bleu. Alors là, c'est plus un signal faible, c'est un signal fort, c'est la mort assurée. Mais ça peut être moi, je sais qu'une fois, j'étais dans une entreprise et au moment même où, dans un cadre purement professionnel, d'accompagnement à la démarche amélioration continue du système d'information, il y a un escroc qui a téléphoné pour tenter de faire un faux ordre de virement à l'international. Donc la comptable, heureusement, elle avait un téléphone portable sans fil, elle est venue jusqu'à la salle de réunion avec le chef d'entreprise et on a pu converser comme ça allègrement avec la personne à l'autre bout du fil. Donc c'est un signal faible, c'est à partir du moment où on s'étonne, on considère que ça sort de la routine, ça sort de ce qu'on connaît habituellement au sein de l'entreprise. Les Japonais appellent ça la fiche d'étonnement. Moi, c'est quelque chose que j'ai expliqué il y a 15 ans, donc tout le monde rigolait quand je sortais ça en conférence. En attendant, j'ai l'impression que c'est remis au goût du jour. Les Japonais ont cette technique, c'est que en entreprise, lorsqu'ils arrivent... Décidément, les Japonais. J'adore. Je vous Il parlerai y a un des truc Suédois. avec les Japonais. Je vous Autant les expliquerai les Suédois, Suédois, non, ouais. mais les Japonais, on sent qu'il y a quelque chose là. Les Japonais, quand ils arrivent dans l'entreprise et dès lors qu'il y a quelque chose qui les étonne, quoi que ce soit, ils font une petite fiche et ils ont donc une personne toute désignée qui centralise toutes les fiches. Et lorsque arrive une compromission, eh bien, la personne désignée reprend toutes les fiches et regarde avec la temporalité, la ligne de temps, voir éventuellement s'il n'y a pas une explication. L'exemple qui nous avait été donné, c'est par exemple, un employé arrive à 5 h du matin, habituellement le bureau du directeur n'est pas allumé, et là, à 5 h du matin, le bureau est allumé, il a fait un rapport d'étonnement. Et il s'est avéré que c'était une cyberattaque. Voilà. D'accord. D'où la nécessité de former les personnels. Oui. Pour les biais cognitifs, c'est la même chose. À partir du moment où on sait qu'ils existent, ça ne veut pas dire qu'on les évitera. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se posera la question, on sera étonné, tiens, il y a quelque chose qui me rappelle que. Et là, cette alarme-là permet de réagir beaucoup plus vite. Mais pour avoir été témoin de certaines escroqueries de ce genre, il y a peu, notamment auprès de mes proches, le niveau de préparation et de technicité est de plus en plus élevé. C'est vrai que c'est à s'y méprendre. Oui. Que cela soit sur les en-têtes, que ça soit même sur le contexte dans lequel ils peuvent intervenir. Oui, en effet. Il y a, en tant que psychocriminaux, donc vous faites de l'analyse de comportements déviants, est-ce qu'on peut réussir à trouver des patterns qui nous permettent, à un moment donné, de prévenir certains cybercrimes ou pas ? Est-ce qu'à votre connaissance, on peut réussir à identifier ces patterns ? Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est de prévenir suffisamment les familles notamment, pour qu'ils mettent en place des pare-feux, des systèmes de défense, et qu'ils soient particulièrement vigilants à ce que font leurs enfants. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la plupart des individus qui contactent, là, moi je parle du domaine de la cyberpédo, mais c'est vrai. Oui, là on revient sur de la pédo, d'accord. C'est vrai pour toutes les escroqueries. Les escrocs ou les prédateurs védos prennent ce qu'ils trouvent. Donc pour les trouver, il faut qu'il y ait déjà une présence, et une présence qui ne soit pas sécurisée, qui ne soit pas consciente des problèmes qui peuvent apparaître. Donc je pense que dans la préparation et dans la formation qu'on peut avoir auprès de nos proches, de nos concitoyens, aussi bien en entreprise qu'au sein des familles, il y a des choses à faire et des choses simples. Nous, on veut du concret. Dites-nous tout. Le concret, déjà, il n'est pas normal de laisser un enfant de 10 ans entièrement seul sur Internet. Et si on paramètre ? Alors, si on met des filtres parentaux, je ne sais pas, je pose des questions. Les filtres ne marchent jusqu'à un certain niveau. Et le problème, c'est que quand ils ne marchent pas, c'est qu'on a affaire à des individus qui savent les contourner et qui sont encore plus dangereux. Moi, je rajouterais quelque chose et je vais rebondir sur le signal faible. Faut aussi que l'enfant il ait l'espace et la capacité à dire des choses qui peuvent l'inquiéter au départ, des questions bizarres ou des propositions de rencontres. Et des fois, le fait qu'il y ait Internet ou les jeux vidéo, où les parents se sentent dépassés et finalement ne s'intéressent pas à cette consommation qu'a l'enfant, l'enfant ne va pas se donner l'autorisation d'aller en parler aux parents et rentre dans ce cas-là, dans ce processus avec ce prédateur qui peut l'amener à des rencontres
et des rencontres qui vont se solder par des relations sexuelles dans lesquelles l'enfant ou le jeune ado se retrouve enfermé et emprisonné avec l'incapacité de dire. Et Après, il y a Il des veut sortir. mécanismes de grooming qui sont mis en œuvre. Peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu de cette approche psychologique que peut avoir le prédateur en ligne et puis la manière dont il va rentrer en confiance pendant plusieurs jours, obtenir des informations. Est-ce que l'un de vous souhaiterait peut-être expliquer cette approche du grooming Moi, avant d'expliquer le grooming, je voudrais juste préciser quelque chose aussi. C'est le sentiment de sécurité du domicile par rapport à un écran. C'est-à-dire que l'enfant, dans le sentiment de sécurité du domicile de sa chambre, va livrer des informations qu'il ne délivrerait pas à un individu qui va croiser à 23h le soir dans la rue. Tout à fait. Il va avoir peur de l'individu dans la rue, alors que l'individu qui va communiquer avec lui à travers un écran, déjà, il n'y a pas de contact physique direct, mais à travers les machines. Et en plus, il a ce sentiment de sécurité d'être dans sa chambre, ses parents, ses frères, etc. à côté, et ça va abattre une bonne partie de sa défense. Donc c'est une proie encore plus facile. Et ce sentiment de sécurité touche aussi les auteurs, qui ont l'impression que derrière leur écran, ils sont intouchables. l'impunité. Pour peu qu'ils utilisent un VPN qui ne protège en rien, ou des choses de cette nature, ils ont l'impression qu'ils sont totalement dans l'impunité. Cette impunité va les pousser à faire ce qu'ils n'auraient pas nécessairement fait d'habitude, parce qu'il y a une pression sociale qui nous empêche de faire n'importe quoi, et heureusement, là, cette pression saute à cause de cette illusion d'impunité. C'est vrai qu'il y a des distorsions cognitives assez importantes qui se font chez ce type de personnes, qui ont l'impression que l'enfant peut être un être sexuel, qu'il peut y avoir comme ça cette impunité qui peut se mettre en place. Et sur cet ensemble de croyances, ça autorise, ça lâche les vannes de beaucoup. Moi, je me suis occupé de thérapie d'agresseurs sexuels une fois qu'ils sont enfermés. C'est intéressant de voir qu'ils mettent du temps à comprendre vraiment, à comprendre la réalité de ce qu'ils font. Parce que justement, ils ont affaire à un écran. Et un écran, ça n'est pas totalement la réalité. Et il faut faire un travail avec eux pour leur montrer que non seulement c'est la réalité, mais il y a des victimes, et de vraies victimes. Et ça, pour certains, c'est difficile à comprendre. Il nous reste finalement assez peu de temps. Peut-être auriez-vous des questions auxquelles nous pourrions répondre. Oui, je vois déjà des mains se lever. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose que peut-être nous réagissions à la salle, parce que vous avez apporté des informations qui étaient cruciales. On distribue également des poches si jamais une crise d'angoisse se déclenche. Voilà. Je vous en prie. passe le bouche à bouche. Ouais. Vous voudriez donner l'exemple de... Je me fais le relais ? Un retour d'expérience, un exemple personnel. D'expérience. Moi, j'ai une ado qui a 17 ans. Je crois que ça y est, on Ça vous y est, entend. c'est bon, merci. Oui. Et le miracle fut. Merci, le miracle de la technologie. Donc, j'ai donc un retour d'expérience personnelle. J'ai une ado qui a 17 ans, qui est donc sur TikTok. Voilà. Je ne connais pas. Bon, Non, c'est une du blague, tout. pardon. C'est inconnu. C'est bête, Moi-même. c'est idiot, je Et répète. une enfant qui a 8 ans. Je communique énormément avec mes enfants et avec mon adolescente, notamment parce qu'une fois, il y a une de ses copines qui a mis une photo innocente sur un réseau. Elle a été sortie du contexte et ça a été très compliqué après au lycée. Donc, beaucoup de discussions avec elle sur ne pas poster de nude le jour où, ne pas parce que voilà, tout peut être sorti du contexte, etc. Bref. Et elle a donc, au moment des faits, elle avait 16 ans, donc elle était, de mon point de vue de maman, avertie, informée sur les dangers, etc. Et ma question, elle va rebondir sur la maturité de l'enfant.
Donc, bien qu'ayant eu toutes ces discussions avec mon adolescente, un soir, je suis sur TikTok parce que j'ai essayé de rester dans le move, mais l'algorithme m'a rapidement ramené à mon âge. Et vous aviez donc des vidéos de petits chatons qui régulièrement... Voilà, c'est-à-dire qu'au début, je voulais comprendre ce que ça voulait dire POV, etc. Enfin bon, je voulais rester un peu dans Point of view, le truc, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et je vois un compte avec la photo de ma petite, la toute petite, qui a 8 ans, du coup. Elle a un compte TikTok et elle a une photo. Et j'arrête tout. Je vais voir mon ado et je dis allô, pardon, tu peux m'expliquer, s'il te plaît, comment ta sœur, elle a un compte TikTok et comment il y a une photo d'elle sur un compte TikTok alors qu'on en a discuté, qu'on a eu des discussions, etc. Et en fait, elle a été sidérée de me voir paniquer, énervée, en colère, surprise. Bon, après, on a discuté, hein, je ne suis pas que méchante. Mais elle n'a pas réalisé en fait ce qu'elle a fait, parce que pour elle, c'était un acte innocent où elle fait des vidéos avec ses copines, etc. Et même si en amont, on avait eu toute cette discussion avec un exemple qui l'a touchée de par son amie qui avait eu une photo détournée, quand elle l'a fait, elle n'a pas été finalement consciente. C'est cette histoire-là en termes de prévention, de formation. Du coup, moi, je pensais que j'avais bien fait le taf. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et ça, voilà, parce qu'il y a cette histoire de maturité, de réalisation, de conception. C'est virtuel et en même temps, c'est réel. Donc, comment est-ce qu'on peut lancer des formations, de la prévention justement par rapport à cette immaturité, ou je ne sais pas comment on peut le qualifier? C'est de l'éducation continue. Je vais reprendre mon exemple à moi. Moi, mon fils, je l'ai éduqué aux médias et j'ai fait exactement comme vous. Et j'opérais régulièrement. Alors, je sais que quand je dis ça, généralement, il y a la moitié de la salle qui fait « ouh », mais j'assume complètement. Je faisais de temps en temps des piqûres de rappel. Et donc, je prenais le téléphone de mon fils et je consultais avec lui. Et je lui disais, en quelque sorte, liberté d'expression, ça tu peux pas. Droit à l'image, ça tu peux pas. Et je l'accompagnais, je ne le stigmatisais pas. On parlait tout à l'heure des jeunes filles qui malheureusement tombent sur des effets de grooming et tout ça. On est sur des situations catastrophiques, avec généralement des jeunes filles, des papas qui voient leur petite princesse nue sur des réseaux, peu importe et tout. Enfin, c'est extrêmement violent. Donc, faut surtout pas stigmatiser les enfants. Faut au contraire continuer. Alors là, c'est pas ma partie, hein. C'est plus la partie de mes deux collègues à côté, mais il faut continuer à éduquer nos propres enfants jusqu'au moment où on peut considérer, on estime qu'on peut leur lâcher la main et qu'ils ont suffisamment grandi. Moi, mon fils a 25 ans, mais je pense qu'il est suffisamment armé pour pouvoir utiliser les médias. Alors, quel qu'il soit, hein. Il cherche un appartement, il envoie mes impôts, son bulletin de salaire. Il sait comment faire pour éviter que ces documents tombent sur le dark ou soient réutilisés à son insu, usurpation d'identité ou pas. Il publie une photo, il sait pertinemment comment faire. La liberté d'expression, ça je like pas. TikTok, comment je fais, voilà. Et je pense que malheureusement en France, on en revient sur qu'est-ce qu'on peut faire. C'est l'éducation aux médias et à l'information. Et il faut que ça soit une démarche constructive, en continu, et surtout pas stigmatisant en disant non, c'est pas possible, ça c'est voilà. Ce qui est complexe, c'est que Internet... excuse-moi, juste pour dire, on a beaucoup d'écueils, nous, on a beaucoup de problèmes. J'en reviens au papa qui voit sa petite princesse victime. Il prend le téléphone généralement, c'est un réflexe normal. Hein, voilà, j'ai pas de fille, mais je comprends parfaitement. Il prend le téléphone, soit il le casse, soit il les réinitialise. Et nous, ça nous pénalise énormément parce qu'on ne peut pas retrouver les traces. On peut encore moins retrouver les preuves, et donc on ne peut pas identifier le prédateur qui est derrière, parce qu'on a véritablement de la prédation. Voilà. Donc, si toutefois je peux répondre à votre question, c'est OK, on explique, mais on continue et on fait de l'éducation. Voilà. Et après, c'est un travail de tout le monde, je pense. Il faut, bien sûr, que les parents soient dedans, mais par exemple, moi maintenant, j'ai mis mes compétences au service de l'éducation nationale. Donc, on a le passeport PIX pour essayer d'expliquer déjà aux gamins. Et on essaye, dans l'établissement où je suis, à partir de la 5e, mais même j'ai conseillé d'aller descendre jusqu'en 6e, on a des conférences de sensibilisation d'1 heure, 1 heure et demie, parce que des enfants, vous ne pouvez pas les mettre sur de la vraie formation, mais au moins de la sensibilisation, sur 1 heure, 1 heure et demie, où on leur explique les dangers. Et comme ça a été cité, s'ils
ils ont vu les dangers, ils ont déjà un panel, le spectre complet un peu des dangers. Si le danger arrive devant eux, il y a une petite lampe rouge qui va s'allumer dans le cerveau et qui va dire « Oh là, mais ça, je l'ai vu, on m'en a parlé. » Parce qu'un enfant, c'est tout neuf. Un enfant, il ne va pas penser au deepfake au départ. Bien que les nouvelles générations, je suis très étonné entre les anciennes générations. Vous savez qu'on a les digital immigrants, c'est ceux qui ont fait l'effort d'aller au digital. Moi, j'en suis un. Tous ceux qui sont nés, en gros, après les années 80, 85, eux sont des digital natives. Vous prenez un petit enfant, vous lui donnez un téléphone, il l'a déjà manipulé, vous allez voir qu'il va vous démarrer une vidéo et aller voir sa petite vidéo tout seul. De manière très intuitive. Voilà. Ouais. Donc les nouvelles générations, moi j'ai encore un fils un petit peu plus petit qui est en 5e, j'en ai d'autres beaucoup plus grands, mais celui qui est en 5e, il est beaucoup plus... il est moins crédule que les plus grands. Parce que lui, il a connu déjà la génération TikTok, il a connu beaucoup de choses, les deepfakes, etc. Il se laisse beaucoup moins sensibiliser et avoir peut-être que les plus grands. Donc je dirais ça, un conflit générationnel aussi. Oui, j'allais rebondir sur la question de la maturité. Mais vas-y. Pépé et Mémé, eux, ils sont débordés, quoi. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, les grands-parents, on leur dit, tiens, tu vas garder le petit mercredi, tu gardes le petit. Mais c'est lui qui paramètre la box. TikTok, ils savent pas, mais c'est le petit qui va gérer la box et le machin. Alors là, forcément, le contrôle parental, ça marche avec un système de mots-clés, c'est même pas la peine. Hein. Mort de rire, le petit, il va vous contourner le contrôle parental en 2 coups de cuillère à peau. Je sais plus quel code mettre. C'est lui qui est le maître. Donc. Je ne connais plus les codes. Moi, je vais rebondir quand même sur la maturité. Vous parlez d'une adolescente. Donc, il n'y a pas une maturité non plus neurologique. Et le principe de l'enfance et de l'adolescence, c'est d'avoir un rapport à la mort, au danger, à la menace qui est forcément déformé par rapport à nous, adultes. Et ça, il va falloir le garder en tête. Mais néanmoins, s'il y a suffisamment de sensibilisation, comme ils l'ont dit, il va y avoir cette petite sonnette d'alarme. Moi, on m'a dit toute mon enfance, faut pas faire du stop, c'est dangereux. 2 ou 3 fois dans ma vie, je l'ai fait parce que j'avais mes copines, j'étais pas toute seule, parce que je regardais la tête des gars dans la voiture avant de monter, avec un sentiment de me mettre quand même à l'abri du danger, mais j'aurais pu tomber sur un fou. Et Internet, c'est un peu pareil. Bon, TikTok, elle a mis votre jeune fille en photo, elle l'a pas non plus mis en maillot de bain. Elle est allée dans sa demi-mesure à elle, j'imagine, grâce à ce que vous avez fait déjà en amont. Mais c'est aussi pour ça que le parent, son travail continue jusqu'à la majorité, voire au-delà. Et cet épisode-là vous a peut-être fait éviter quelque chose de pire dans 6 mois ou 1 an, où il y aurait une mise en danger plus importante. Et pour le coup, ça vous a permis de gagner, vous, en maturité. Vous voyez Je voudrais aussi insister sur la notion du secret qu'on retrouve chez les escrocs avec la confidentialité qui valorise la cible, la victime. Là, c'est pareil avec les enfants. C'est-à-dire que quand ils sont accrochés, généralement, le prédateur, pour un mot simple que j'aime pas, mais on voit ce que je veux dire, essaiera d'établir une relation de confidentialité, de secret qui sera entre lui et sa victime. Ce qui veut dire que les parents sont nécessairement écartés de fait, parce que c'est le monde des grands, c'est le monde de ceux qui viennent interdire. Et plus l'enfant aura l'habitude de pouvoir exposer ses doutes, ses craintes auprès de ses parents, plus ce sera facile de contourner ce biais-là de la fausse confiance qui s'établit. Donc c'est aussi intéressant ça fait partie de la formation que l'on doit avoir auprès de nos proches, avec les piqûres de rappel chaque fois que nécessaire, bien sûr. Merci beaucoup. Il y avait une question, mais qui était extrêmement riche, et on est tenu par le temps. Alors, je vous propose un terrain de consensus. On va arrêter là parce qu'on a Serge Tisseron qui va intervenir avec une conférence plénière passionnante qui va soulever plein d'autres questions. Ça, c'est la première option. La deuxième option, à un moment donné, de toute façon, ils vont se lever, ils vont s'éloigner. Vous pouvez également les aborder, les kidnapper, poser toutes les questions que vous voulez en dehors.
Monsieur Federbe, il va falloir arrêter de parler. 15 secondes. Monsieur Federbe, vous ne jouez pas le 15 jeu. secondes, juste. On a beaucoup parlé, fort heureusement, on a beaucoup parlé des agressions sexuelles faites sur mineurs et tout. On n'a pas du tout abordé les fuites de données. Je vous ai expliqué ici dans cette salle, il y a 50% de gens qui sont d'ores et déjà malheureusement victimes de cybercriminalité. Avant que M. Serge Tisseron ne prenne la parole, après vous raccrochez votre téléphone quand même, vous tapez simplement dans Google HIBP. HIBP. I have been pwned. Faites le test de savoir si votre adresse mail, votre numéro de téléphone est déjà disposé sur le dark. Et après, on est tout disposé à vous expliquer comment faire. Oui. C'est moi qui vais lui dire. Ça s'appelle Have I been pwned? Je connaissais pas ça. Faites le test et vous allez voir. HIBP. Et si Et vous tapez votre adresse mail dedans. Et si on constate qu'il y a nos coordonnées, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déposer Vous venez plainte, nous voir. madame. Vous Il venez faut nous déposer plainte. À la police. Faut déposer plainte à la Ouais, mais police. on les connaît. On sait- voilà. Alors, Il y c'était a pas de moyen de une très belle conclusion que de rendre tout le monde très anxieux. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Non, on peut les applaudir. Merci beaucoup pour... Moi, je pensais